scandale. Mais écoutons d'abord le leader du Parti socialiste qui s'est étonné de trouver dans le programme de M. Messmer certains points du programme commun de la gauche. Ce programme, Monsieur le Premier ministre, comporte un certain nombre de projets d'autant plus intéressants à nos yeux que nous les proposons depuis longtemps. Relèvement du SMIC, amnistie pour les commerçants et les artisans, aide aux chômeurs partiels, égalisation des salaires féminins et masculins, participation accrue des cadres au conseil d'administration des sociétés, réforme du droit de licenciement, nomination d'un médiateur entre l'administration et le public, contrôle des dépenses électorales, toutes mesures qui dormaient dans vos cartons, que vos prédécesseurs avaient énergiquement refusées et que l'on retrouve dans le programme commun de la gauche. Lorsque vous semblez mettre en doute notre amour des libertés, c'est un outrage que nous n'acceptons pas. Nous sommes les héritiers de la tradition qui a instauré dans ce pays la démocratie politique et sociale. Toujours contre les droites coalisées. Nos combats pour la conquête du droit jalonnent l'histoire des 2 derniers siècles. C'est à ceux de votre tradition que nous avons arraché le suffrage universel, la liberté d'association. Que nous avons arraché la liberté d'association. Que nous avons arraché la liberté de la presse, le droit de grève, le droit à l'instruction. Une seconde, Monsieur Mitterrand, une seconde. Monsieur Mitterrand, voulez-vous continuer? Mais, Monsieur le Président, il est naturel que la majorité se montre telle qu'elle est. Poursuivez, Monsieur Mitterrand, poursuivez. Coalisés, que nous avons arraché le droit au travail, le droit au loisir, les congés payés, la protection de la femme et de l'enfant. Le programme commun de la gauche, dites-vous, coûte cher. Moins, Monsieur le Premier ministre, que les privilèges dont vous êtes les protecteurs. Moins cher que la misère, moins cher que la révolte, moins cher que la justice. Et c'est ce que le pays qui nous écoute vous dira dans quelques mois. Je tiens à dire ici que nous sommes fiers d'être les élus du peuple et de représenter la nation française pour le service du bien commun. Nous n'avons pas du tout de complexe en la matière et nous n'avons pas, sur ce plan, de leçons à recevoir de personne. Nous saurons balayer devant notre porte. Mais, Monsieur le Ministre, au milieu de notre existence, à quoi servirait la croissance? À quoi servirait l'environnement? À quoi servirait la défense des choses naturelles si l'on ne se souciait pas de défendre la vie, de respecter la vie? Et là, peut-être qu'il faudra bien que nous nous retrouvions un jour afin de savoir si cette société permissive, comme l'on l'a dit, allait devenir une société de totale licence qui risquerait d'engloutir avec elle la liberté qui nous est si chère. Nous nous sommes battus en d'autres temps, Monsieur le Premier ministre, sur des théâtres différents d'activités et d'actions, à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous nous sommes battus pour avoir le droit les uns et les autres d'être différents. Nous ne devrions jamais oublier ça sur quelques bancs de l'Assemblée que nous siégeons. Nous nous sommes battus pour avoir le droit d'être différents. Nous nous sommes battus pour que les majorités respectent les minorités. Nous nous sommes battus pour que les minorités n'essaient pas d'accaparer le pouvoir à la majorité. Nous nous sommes battus, non pas pour être vilipendés, mais pour défendre la République. Monsieur le Premier ministre,
la République a besoin d'être défendue, comme la liberté a besoin d'être aimée, vous pouvez compter sur ceux qui, dans la majorité, aiment la liberté et la République au point de se sacrifier pour elle si le cas échéant, l'exigence en venait. Et je m'adresserai à vous, Monsieur Mitterrand, et c'est intolérable. Si l'on en croit ce texte, nous serions des corrompus, car c'est cela que cela veut dire. Eh bien, mesdames et messieurs, les corrompus, c'est outrancier. Il aurait mieux valu que vous n'usiez pas de ce mot. Les corrompus, messieurs de l'opposition, très tranquillement, vous regardent bien en face, figurez-vous. Je voudrais que tout soit clair entre nous. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La politique est une mission au service du peuple, au service de la nation. Je dirais même que c'est un sacerdoce. Cela exige beaucoup de travail, mais surtout des qualités morales d'airain, c'est vrai. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors du dernier débat de politique générale, les amitiés ne doivent plus compter, l'honneur de l'État et son intérêt seul compte. Et je sais que c'est ainsi que vous voyez les choses. L'État avait ses exigences et ses grandeurs. Il y a les lois et les règles, toujours imparfaites, toujours arbitraires, mais il y a la simple moralité avec ses exigences. Rien, je dis bien rien, ne doit être toléré qui puisse entacher le Parlement. C'est l'Assemblée du peuple, et c'est tout dire. La justice doit être sans pitié, et je dois dire, et vous l'avez reconnu tout à l'heure, que si la justice s'occupe de certaines affaires, c'est parce que les instructions ont été ouvertes par le gouvernement, sans que jamais l'opposition l'ait demandé. Les mouvements politiques doivent être impitoyables. Je ne reprocherai jamais à qui que ce soit de chercher la vérité et lorsqu'il l'a trouvée, de la clamer. Mais permettez-moi de mépriser ceux qui en rajoutent pour nuire. Nul n'a le droit de tenter d'éclabousser parce qu'il y a quelques coupables des mouvements politiques dont l'immense majorité des membres sont irréprochables. Personne n'a le monopole de la vertu. En grattant un peu, et vous le savez, on pourrait trouver des faiblesses. Ici ou là, elle est jetée à la face des autres. Il n'y a pas si longtemps que de ce côté-ci de l'Assemblée, on était moins sonnage et moins incisif qu'aujourd'hui. Il ne faut pas jouer ce jeu-là, car l'on risque ainsi, et vous le savez, de porter atteinte au Parlement et à la démocratie. Et nulle part il n'a été proposé et il n'a été trouvé d'autre système. La démocratie parlementaire si décriée pour faire vivre les hommes dans la dignité et la liberté. Alors de grâce, n'y touchons pas. Ensuite, c'est le duel entre M. Ballanger, président du groupe communiste, et M. Jacquet, président du groupe UDR. M. Jacquet a rappelé que l'enjeu des prochaines élections législatives serait la défense des institutions. Il a demandé au Premier ministre de faire connaître au plus vite les investitures de la majorité. Mais voyons d'abord M. Ballanger. Pour lui, la corruption est le fruit du régime actuel. La corruption, c'est à notre sens le fruit du régime. Et vous en portez tous la responsabilité. Nous n'entrerons pas non plus dans le jeu des attaques personnelles contre tel ou tel collègue. Pour eux, les tribunaux, comme on dit, apprécieront. Et surtout, l'opinion publique. Mais ce qui semble essentiel, c'est de chercher la source de cette avalanche boueuse. La source, c'est le régime du grand capital, dont le profit maximum est le seul moteur. Gagnez de l'argent, enrichissez-vous. Réhabilitons le profit, avait même dit M. Georges Pompidou, alors Premier ministre. Tel est votre mot d'ordre. Votre idéal, allais-je dire. Et selon votre conception, tout est permis pour le faire. L'exemple vient d'en haut. Les grands monopoles ont mis l'État à leur service. Disposition financière après disposition financière, plan après plan, loi après loi, le pouvoir et sa majorité ont livré la nation à l'exploitation d'une poignée de privilégiés installés à tous les postes de commande et qui rançonnent sans vergogne le pays. N'est-ce pas un signe éclatant de la corruption du régime d'accepter comme normal le fait que de hauts dignitaires de l'État, préfets, directeurs de cabinet, passent du jour au lendemain
de la direction des affaires du pays à celle des sociétés privées qu'ils étaient censés contrôler et avec lesquelles ils négociaient au nom du pays. Il n'est pas surprenant dans de telles conditions que des élus, gougeons parmi les requins, en viennent à considérer comme normale la rétribution de leur trafic d'influence. Les bénéfices qu'ils en tirent ne sont, toute proportion gardée, que de modestes miettes à côté du festin royal des monopoles. Ce qui frappe, quand on lit le texte des interventions de ces parlementaires en faveur de sociétés capitalistes, c'est par-delà l'anecdote scandaleuse, la tranquille impudence avec laquelle elles sont faites. Recommander que soit confiée à telle ou telle entreprise la construction d'une autoroute, au mépris des règles administratives normales, c'est à l'évidence une mauvaise action, condamnable, délictueuse. Le fait que ces interventions se multiplient et soient faites avec une sorte de cynisme tranquille, une certitude de l'impunité, témoigne de la profondeur du mal et du degré de pourrissement atteint par votre régime. Que pèsent les querelles dont on fait, en ce moment, gorge chaude ou rotomontade, devant la prise de conscience du véritable péril, celle qui vient de l'entreprise Marchais-Mitterrand. Croyez-vous que l'important, l'essentiel, soit pour chaque groupe de supputer les sièges qu'il prendra à ses voisins, ou d'ores et déjà, vendant la peau de l'ours, de redistribuer les portefeuilles ministériels? Ou bien ne croyez-vous pas que la véritable affaire est de savoir si demain les Français vont se laisser séduire par les beaux yeux humides de M. Georges Marchais et, aveuglés par leur lumière, se jeter dans les bras de ceux qui un jour les étoufferont, comme la liberté. Il est ridicule de nous présenter, comme le fit tout au long de son exposé M. Ballanger, comme les suppôts du grand capital, comme les partisans, ce que je ne comprends pas bien, de la concurrence monopolistique, ce qui me paraît être deux termes qui devraient s'opposer. Alors qu'avec De Gaulle, nous avons appris et nous avons pris l'habitude de maintenir à leur juste place les féodalités, quelles qu'elles soient, la recherche de l'intérêt général, le service du bien commun ont toujours été les règles fondamentales du gaullisme et de ses représentants.